y a effectivement des réactions très sceptiques. Et une bonne fois pour toutes, je voudrais vous entendre là-dessus. Ce qui revient énormément, et je m'en fais l'écho, c'est la possible campagne de communication commerciale de ces labos ou de ces biotech qui voudraient voir leur cours de bourse flamber. Écoutez les professeurs Berch et Zombrowski. Le fait que ça protège à 95%, alors que l'autre protège à 90%, le vaccin russe à 98%, ceci n'a aucun sens au point de vue statistique. Donc c'est une espèce de guerre de communication pour le premier qui finalement arrachera un marché. Non, tout ça, c'est du blabla boursier et financier. Dans cette course à l'échalote financière, on a vu d'ailleurs certains dirigeants de laboratoires vendre une partie de leurs actions sitôt le cours de bourse enflammé la semaine dernière. Donc tout ça n'a rien à voir avec la vérité scientifique, rien du tout. Montage Anthony Kazmarek. Du blabla boursier. Alors, c'est vrai qu'on a fait un sort au patron de Pfizer qui a vendu 5 millions de ses actions. Bon, pas très adroit, pas très malin, pas très opportun. Mais est-ce qu'on est là dans du blabla boursier ou dans la science ? Non, mais ce que dit Patrick Berch, et là j'adhère, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que 98, 94, 90, ça n'a pas de sens. Avec des échantillons de personnes qui ont vraiment eu un Covid-19, ça n'a pas de sens. C'est très efficace, c'est des résultats qui sont très préliminaires, mais on n'aurait pas ces résultats si le vaccin ne marchait pas. Donc je pense qu'on a un vaccin qui fonctionne. Effectivement, c'est des résultats intermédiaires, mais tout le monde peut comprendre qu'on a envie de communiquer sur ces résultats intermédiaires. Après l'histoire du blabla boursier, je ne suis pas du tout d'accord. Je me suis intéressé à cette histoire effectivement du PDG de Pfizer qui avait revendu. Alors j'ai pas très bien compris, visiblement il y avait des clauses, c'est-à-dire que dès que l'action passait un niveau, il revendait automatiquement. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui sont écoutés comme ça, qui se mettent à tenir ce genre de discours. Ça n'a aucun sens et ça va encore entretenir des théories du complot alors qu'on devrait être positif. Donc ça prouve que je sais pas, moi je dis que c'est un problème générationnel, mais je pense qu'il y a un problème psychologique, quoi. Franchement, je comprends pas comment on prend goût à ce point-là à vouloir déprimer les gens au maximum et toujours être négatif. On aime le malheur, on aime broyer du noir. Ça n'a rien à voir avec le broyer du noir, voyons. André. Je trouve très étonnant que vous dites « Ah non, la bourse, c'est rien. Ce sont des gens, c'est l'avenir de l'humanité. » Bien sûr qu'on est tous contents d'avoir un vaccin, etc. Mais de dire que l'histoire de Pfizer... Enfin, écoutez, Moderna, rappelez-vous, tout est basé d'abord sur les coûts boursiers. Quand il y a eu AstraZeneca, quand AstraZeneca a annoncé, et chaque fois, mais c'est vrai pour Remdesivir, c'est vrai pour Gilead, c'est vrai pour tout le monde, à partir du moment, dans ce climat de peur, ce climat de peur n'est pas amené par ces professeurs qu'on a écoutés, à partir du moment où on dit, attendez, il y a un médicament qui va marcher, automatiquement, et c'est normal, la bourse flambe. Non, mais là, ça repose sur des données précises qui sont quand même communiquées. Et si ces laboratoires ont raconté du pipeau, ils seront sanctionnés et décrédibilisés, mais d'une façon terrible. Non, David, écartez deux choses. Il y a le côté scientifique, et on verra... Et c'est ça qui nous intéresse. Mais vous ne pouvez pas dire, aujourd'hui, ça y est, c'est réglé, tout est bon. Eux-mêmes ne le disent pas. Mais pardon, quand vous avez AstraZeneca qui fait un coup de bourse, avec bon délai d'initier la veille, j'annonce demain les médicaments, achetez, et puis revendez. Soyons clairs. Le PDG Pfizer, ça, il ne pouvait pas attendre un tout petit peu. C'est quand même intéressant. Pas seulement lui, son adjointe. Son adjointe a gagné 3 millions de dollars en 2 heures. On est les premiers à en avoir parlé ici. Pardon ? Et on est les premiers à en avoir parlé ici. Mais comprenez, André, qu'il y a une différence entre leur attitude et puis la réalité du travail scientifique qui est validée par des comités d'experts indépendants, parce qu'on a oublié de le rappeler, mais c'est le cas. Ce ne sont pas des étudiants en médecine, les deux que vous avez interviewés. Ce ne sont pas des petits étudiants en médecine, ils disent simplement quelque chose. Il y a des risques dans le vaccin. Il y a le risque d'emballement du système d'anticorps. Il y a le potentiel modification épigénétique. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues. Alors, se foncer là-dessus et dire « Ah, ça y est, on l'a trouvé, c'est formidable, inclinons-nous » et surtout, alors vous êtes encore une fois complotiste, vous êtes vraiment des pessimistes. Comment on peut imaginer que tout ça n'est pas là? On attend. Mais bien sûr qu'on est heureux. Un signal très encourageant. Pardon ? Un deuxième labo qui, lui aussi, a des résultats qui, d'une certaine manière, valident ceux du premier parce que c'est le même type de vaccin. On attend Sanofi demain. C'est pas le même type de vaccin. Sanofi, on va les entendre dans un instant. Sanofi, c'est le laboratoire français. Ils ne sont pas sur le même genre de labo et de vaccins. Et eux, ils annoncent plutôt un vaccin pour le mois de juin. Il y a une chose que je peux constater, ce n'est pas le duel des Voraces et des Coriaces, c'est le duel du congélo contre le Figo. Bon. Le congélo, moins 80%, moins 90%, moins attention, ce n'est que 5 degrés à 8 degrés. Ok, je vous donne la parole. Juste une information indispensable, je ne sais pas, c'est que l'Union européenne, que sache, a déjà 448 millions d'habitants en Europe,
1,4 milliard de vaccins, c'est pas inutile à savoir, ont commandé par l'UE. Pfizer, 300 millions, AstraZeneca, 400 millions, Johnson & Johnson, 400 millions de doses, et Sanofi-GSK, 300 millions de doses, jusqu'ici. Voilà. Par l'Union européenne. C'est ça. Parce que la France, Déjà commandé. on a compris. Est-ce que vous faites confiance à notre chère bureaucratie pour produire le meilleur Écoutez, en matière de vaccination? Oui, non, je voudrais juste plan de revenir sur ce qu'a dit vaccination. Catherine Hill, auquel je suis tout à fait d'accord. C'est que c'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi, vous savez, on a vu la Slovaquie. La Slovaquie, vous allez me dire, vous allez rigoler, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous la Slovaquie en deux mots. Slovaquie, 3,5 millions, 4,5 millions d'habitants. Ils ont tout confiné pendant un week-end et ils ont testé tout le monde. Mais les 3 quarts ou 4/5 de la population. On pourrait se demander, c'est peut-être trop tard, mais peut-être pas trop tard, s'il n'y aurait pas pu avoir un vrai confinement, pas évidemment un week-end, pas une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, je ne sais pas. Et pourquoi, aujourd'hui, en tout cas, puisqu'il y a les moyens, on ne testerait pas tout le monde. Moi, je rejoins tout à fait ce que disait Catherine Hill, pour savoir effectivement qui sont les personnes à risque ou pas. Parce que confiner tout le monde sans le savoir, on a vu ce que ça donne et ce que ça va donner. Et puis deuxièmement, l'autre question qui me frappe, c'est effectivement ce qu'a dit Martin Lagier, c'est l'histoire, est-ce que le vaccin sera obligatoire ou pas? Vraie question éthique. Est-ce que quand on va arriver, on va voir les vaccins? C'est bientôt, hein? Est-ce qu'on va dire, bon, écoutez, maintenant, ça va, nous, on sait mieux que vous, il faut protéger la population, vaccin obligatoire. Et j'ai entendu un journaliste que je ne nommerai pas, qui travaille dans une chaîne concurrente, qui a dit, c'est très simple, on ne va pas les mettre en prison, texto, hein, mais il va dire, ceux qui n'auront pas leur certificat de vaccin, n'iront pas au restaurant, n'iront pas au théâtre, n'iront pas au cinéma, etc. Il faut employer les moyens les plus durs. Ça va se poser dans quelques mois. Obligatoire Et votre ou pas position obligatoire? Et votre position? Écoutez, moi, très sincèrement, tant que je ne sais pas exactement ce que c'est que le vaccin, on ne peut pas être obligatoire. C'est pas possible. On saura forcément ce qu'est exactement le vaccin quand une campagne de vaccination Alors, démarrera. je veux dire, n'étant pas anti-vaccin, moi, je sais que quand je vais en Afrique ailleurs, si on se fait vacciner contre le tétanos et le choléra, eh ben, je me fais vacciner contre le tétanos et le choléra. Mais vous seriez pour le caractère obligatoire? Je serais très... Je suis très, très embêté. Mais si vraiment il y a eu 100% sûr que ce vaccin est totalement... nous préserve, mais vraiment... Pas d'effet secondaire. Voilà, pas d'effet secondaire. Efficace et pas d'effet secondaire. Aucun effet secondaire. Et pour des années, oui. Bien sûr. Attendez, je vais demander à Catherine Hill, vous qui êtes très critique, est-ce que là, on ne peut pas reconnaître que ce gouvernement sur qui on a tant tapé sur les étapes d'avant, là, il a plutôt réussi sa politique? Écoutez, moi, il y a un chiffre, encore une fois, je l'ai déjà dit, au risque de passer pour un esprit chagrin. C'est drôle qu'on ne voit jamais là. Là, dans vos indispensables partout, le chiffre de la létalité, le chiffre des morts. Mais il était reparti très fort. Il est reparti très fort. Et là, à nouveau, il se tasse. Pas du tout. Mais André... Regardez, mais écoutez, refaites, David. Attendez, je demande à la régie de me communiquer les chiffres de la mortalité au dernier pointage. En fonction du pic de mars-avril, février-mars-avril, et en fonction de ce qui s'est passé après. Comparer le chiffre des morts, de mortalité par rapport, même je vais vous dire, par rapport aux chiffres de 2017, 2018, 2019, quand le Covid n'existait pas. Ce que je veux dire, c'est que la surmortalité due exclusivement au Covid-19 a été extrêmement grossie, a été extrêmement exagérée. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais regardez les chiffres de la létalité, pas autre chose. Mais, attendez, à ce stade, on en est à 44 548 morts de la Covid. Il y en avait 30 à 31 000 sur la première vague. Là, ça veut dire qu'il y en a 13 à 14 000 sur la deuxième vague. C'est pas rien, plus 8%. Mais comorbidité comprise. Comorbidité comprise. Oui, mais on ne peut pas dire s'ils sont morts. Non, mais s'il y a plus 8% sur octobre-novembre, on ne peut pas dire qu'ils sont morts du coronavirus quand ils avaient un certain nombre de cancers, diabète, maladies cardiovasculaires, où beaucoup de gens vous disent, je ne sais pas, il y a études et études, Nicolas Bouzou a ses études, moi je peux avoir les miennes, etc. Peu importe. Mais non, mais c'est très important. C'est de la surmortalité. Quand vous mourrez dans un accident de voiture et que vous avez un diabète, vous êtes mort d'un accident de voiture. Oui, c'est pas parce que vous avez un diabète mais que vous le êtes pas mort coronavirus n'a rien à voir avec l'accident de voiture. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, il ne serait pas mort, donc ça revient. Mais ça l'a accéléré peut-être de 4 semaines. Ça l'a accéléré de 13 ans, c'est ce qu'on vous dit. Donc de 13 ans. C'est ce qu'on vous dit des études qui ont été faites. Mais quelles études de 13 ans? Où tu as vu que ça a accéléré de 13 ans? Non. Le Covid-19, c'est pas 13 ans. 13 000 morts de plus. 13 000 morts de plus. C'est pas vrai. Je vous donne la parole, Rokhaya, mais Nicolas Bouzou, Catherine Hill. Entre 10 et 13 ans selon les pays. Ah bon, de 10 et 13 ans que le coronavirus a donné? Ah ben j'aimerais voir ton étude. Madame Hill, André, j'ai un chiffre à vous donner, pardon, Oui, avant de vous aussi, laisser parler.
J'ai un chiffre à vous Moi donner aussi. que me donne Romain Messi. Surmortalité entre le 1er septembre et le 1er novembre, selon l'INSEE, c'est implacable, plus 10%. Et il n'y a pas le mois de novembre là-dedans. Général. En général. Oui. Général. En général, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais attendez, moi j'ai un autre chiffre à vous donner. Non, juste pour aller dans la... Olivier Véran dit ceci, hein, et vous l'avez écouté, c'était une chaîne concurrente. Je rappelle que le Covid-19, c'est un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Si je fais une modélisation basique d'école primaire, hein, vous me la chier. C'est-à-dire j'aurai 30 malades par minute, 1800 malades de l'heure, 43 200 malades en 24 heures et 1 296 000 malades par mois. Une hospitalisation toutes les 30 secondes, pardon, 2 hospitalisations par minute, 120 hospitalisations par heure, 2800 hospitalisations par jour et 86 000 hospitalisations par mois. Et si j'allais à un mort toutes les 4 minutes, j'aurais 10 800 morts par mois. Quand on fait un truc comme ça, c'est quoi ça? C'est vraiment pour nous dire, attention, c'est l'alarmisme, c'est quoi? Quand Véran dit ceci, un mort, un malade, une hospitalisation, un mort toutes les 4 minutes. Bon. C'est quel message il transmet à la population? La peur, ça c'est sûr. La peur, la crainte.